Aujourd'hui en quatrième, les sociétés industrielles au XIXe siècle. Avec cette question, comment la révolution industrielle, comment la révolution des techniques va-t-elle transformer, changer la société de toute l'Europe au XIXe siècle? Alors cela commence un petit peu avant. En effet, en introduction, la première révolution industrielle. Première parce qu'il y en a deux. Elle se base sur une invention particulière qui est la machine à vapeur. On la connaissait depuis le XVe siècle, depuis les années 1400 à peu près, mais elle a été améliorée, développée, et notamment par James Watt en Angleterre, dans les années 1755-1760. Cette machine à vapeur, comment fonctionne-t-elle? On va faire chauffer du charbon, qui chauffe plus rapidement, plus longtemps et plus vite que du bois, pour faire chauffer de l'eau. La vapeur va partir en hauteur, par ce conduit, en violet. Pousser un piston, actionner un balancier, une courroie, et ensuite faire tourner un volant. On possède également un condenseur pour récupérer la chaleur en excès et l'évacuer ou la récupérer si besoin. L'avantage de ce volant, c'est qu'il peut exercer une force très impressionnante, très importante, très forte. Donc on peut remplacer soit la force des bras des hommes, la force humaine, ou la force animale. On est maintenant sur une force mécanique. Et la deuxième révolution industrielle, qui aura lieu à peu près 120 ans plus tard, à la fin du 19e siècle, elle se base non plus sur le charbon, mais sur d'autres énergies en plus, comme l'électricité et notamment le pétrole, avec un nouveau moyen de transport développé, le moteur à essence, et donc l'automobile. Grand 1, une Europe qui s'industrialise. Comment la révolution industrielle transforme-t-elle l'Europe? Sur cette carte, vous pouvez voir les différentes villes. On voit Paris, Londres, Bruxelles, Manchester, Birmingham, Liverpool, Madrid. Et on remarque, avec les zones colorées, différentes zones industrielles. La première révolution industrielle, elle se base sur le fer. Avec un peu de carbone, cela va faire de l'acier, métal très solide, du charbon pour les machines à vapeur, pour les usines également, l'industrie textile, qui va devenir mécanique, et les industries de métallurgie et de construction. On remarque ici toutes les zones d'extraction minière, vous en avez notamment ici au Creusot, et la zone la plus développée, si je puis dire, en termes d'industrie textile, ça va être la région de Manchester et Liverpool en Angleterre, le nord, ici, ouest de l'Europe, la frontière rhénane, et quelques zones en France et en Italie. Quelques lignes de chemin de fer également, qui vont permettre de lier à la fois les zones d'extraction de fer et de charbon, les différentes industries, pour pouvoir aller et venir. La révolution industrielle, elle se développe dans le monde. Elle est d'abord en Angleterre, elle se diffuse ensuite en Europe, et elle se diffuse ensuite, notamment, aux États-Unis. Et en 1914, la Russie, la Chine, les pays du Golfe Persique et l'Amérique du Sud connaissent un début, ils sont en cours, en voie d'industrialisation. Ce que vous avez en jaune, ce sont toujours au XIXe siècle des colonies. La question c'est pourquoi les industries décident-elles de s'installer sur certains sites, comme celui du Creusot, en France? Pourquoi ici? Prenons ce document qui date de 1874. Il y a moins d'un siècle, le Creusot n'existait même pas de nom. Le site était bien choisi, du charbon à fleur de sol, donc pas besoin de creuser trop loin, du minerai de fer à peu de distance, charbon pour faire chauffer les machines, fer pour pouvoir construire de l'acier, et le canal comme moyen de transport. Donc là, sur ce site-là, on a toutes les composantes qui nous permettent d'avoir un véritable site industriel. Exemple du site industriel du Creusot. Qui dit train, dit voie de chemin de fer. Qui dit voie de chemin de fer, dit construction de gares dans les villes. Construction de nouveaux bâtiments, de palaces avec des nouveaux matériaux, l'acier, la fonte. Et sur cette photographie, qui est une exposition des différentes machines qui a eu lieu en Angleterre, à Paris, excusez-moi, à Paris, vous pouvez voir le bâtiment, on est sur du fer forgé, de l'acier, d'accord? Et vous avez tout un ensemble de nouvelles machines, on est bien sur de la mécanisation, des techniques mécaniques qui permettent de remplacer la force animale ou la force des hommes. Donc c'est quasiment inarrêtable, on peut aller beaucoup plus vite.
Le site de Manchester, industrie textile très importante en Angleterre, hein, avec cette petite gravure colorisée, où vous voyez des femmes sous la surveillance d'un contremaître. Alors les femmes ont toujours filé hein, de la laine depuis le Moyen Âge et même encore avant, à l'Ancien Régime au XVIIIe aussi. Il existait dans les villages des petites manufactures, hein, c'est-à-dire des petites exploitations de filature à plusieurs. Mais maintenant, si on le faisait encore à la maison au XIXe, c'est surtout dans le cadre de l'usine hein, que l'on va développer ces filatures mécaniques. De quel outil de travail l'ouvrier est-il maintenant dépendant au XIXe siècle? Eh bien, c'est la machine. La machine est l'outil de travail principal de l'ouvrier. Et on n'hésite pas à faire travailler les enfants au XIXe siècle. D'ailleurs, en 1853, une loi anglaise interdit le travail des enfants de moins de 9 ans et limite celui des 9-13 ans à 8 heures par jour. Le train, la machine à vapeur, qui est la grande révolution de la locomotion, c'est pour ça que d'ailleurs on appelle ça une locomotive, hein. En un, en 2 vous avez la zone de chauffe, en 3 vous avez la réserve de charbon, et le tout, par sa puissance et par sa vitesse, tracte des wagons. Donc on peut transporter des animaux, des produits agricoles ou des produits de l'élevage, et bien évidemment des passagers. Donc ce réseau-là qui va se mettre en place, en 1840, il va se densifier entre 1840 et 1880 à travers toute l'Europe, principalement au Royaume-Uni, en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie et ce qui deviendra plus tard l'Allemagne. D'accord? Alors on voit bien que l'Espagne possède un retard de développement à ce moment-là et également toute la zone balkanique. Mais on a une véritable folie de construction de voies de chemin de fer, on connecte différents espaces entre eux. Donc forcément, ceci transforme la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de se déplacer, c'est-à-dire tout simplement la société européenne. Résumons. L'industrialisation est le développement du travail mécanisé des machines au XIXe siècle. Elle débute au Royaume-Uni vers 1750 et se développe ensuite en Europe et aux États-Unis au XIXe siècle. On peut distinguer deux phases importantes. La première révolution industrielle, de 1750 à 1850, développement de la locomotive à vapeur, extraction de charbon et de fer, métallurgie, travail du métal. La deuxième révolution industrielle, 1880-1910 hein, environ, développement de nouvelles énergies, pétrole et électricité, avec l'apparition de nouveaux moyens de transport comme l'automobile, la voiture. Hein. L'industrialisation transforme les paysages, l'apparition des usines, l'apparition des voies de chemin de fer, construction de ponts, de viaducs. Les villes, avec l'installation des usines, des nouveaux quartiers ouvriers. Le monde du travail, la façon de travailler, et les lieux de production avec le développement du travail en usine. Automatiquement, cette révolution industrielle, cette industrialisation, elle change la société, elle transforme la société. Nous sommes, nous, aujourd'hui en 2020, quelque part, les héritiers de cette révolution industrielle qui a eu lieu il y a à peu près 150 à 170 ans maintenant. Quels changements apparaissent dans la société? Un fait marquant du XIXe siècle européen, c'est sa croissance démographique et les migrations. Je vous ai mis une petite gravure de l'arrivée des immigrants à New York, un pays considéré comme symbole de la liberté, qui va accueillir Irlandais, Français, Anglais, Allemands, Hollandais, Espagnols et Italiens tout au long du XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Prenons cette courbe de la natalité de 1700 à 1900, sur 2 siècles, sur 200 ans. La natalité, en pour 1000, c'est l'ensemble des naissances sur un an pour 1000 personnes. À l'époque de l'Ancien Régime, on voit que la natalité reste haute. Elle diminuera très légèrement à partir des années 1870. Mais elle restera au-dessus de 15 pour 1000. En effet, au XIXe siècle, pas de contraception, préservatif. Donc les enfants viennent naturellement. Donc la natalité reste très forte. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la mortalité. C'est-à-dire le nombre de morts pour 1000 personnes sur un an. À l'époque de l'Ancien Régime, on remarque quelques pics de mortalité qui peuvent être liés à la Révolution, ou notamment ici, ou là à des guerres, ou notamment des crises épidémiques. Mais on voit une chute de la mortalité qui devient très importante entre 1770 et 1830, et qui rebaisse ensuite à environ 3 pour 1000 aux environs de 1900. On meurt
moins, on vit plus vieux. Pourquoi? Développement de l'hygiène, amélioration de techniques médicales, le tout combiné à une meilleure alimentation, vous avez des populations plus résistantes, donc on vit plus vieux, on meurt moins. Mais vu qu'on meurt moins et qu'on fait toujours autant d'enfants ou beaucoup plus d'enfants, on a un accroissement naturel, c'est-à-dire une augmentation importante de la population. Regardons. En 1800, en Europe, c'est pas la France, c'est bien l'ensemble de l'Europe, on avait environ 195 millions d'Européens. Un siècle plus tard, 422 millions. La population européenne a été multipliée par 2. Mais cette population, il faut la nourrir, la loger, lui trouver un travail. Donc ceci amène à des nouvelles problématiques. Pour des raisons multiples, le développement du travail mécanisé dans les campagnes également, quelques crises économiques, parfois même des famines, comme c'est le cas en Irlande dans les années 1820, les Européens vont, pour, on peut dire, une grande partie d'entre eux, quitter l'Europe et partir à travers la planète. Et notamment aux États-Unis, où 34 millions d'Européens, principalement des Italiens, des Irlandais, des Allemands et des Hollandais, vont quitter l'Europe pour se rendre aux États-Unis, mais également au Canada, aux Antilles, en Afrique, en Sibérie, en Australie ou au Brésil. Donc on a un véritable phénomène migratoire. On peut dire clairement que les Européens, au XIXe siècle, sont des migrants. Regardons en millions d'émigrés par an. En 1840, pour l'ensemble des Européens, nous avions à peu près 200 000 Européens à partir. Et aux alentours des années 1910, on est à 1,4, 1,5 million d'émigrants qui quittent l'Europe par an. Une photographie des techniques anciennes, traditionnelles de récolte. Là, vous êtes sur une photographie qui vous montre des agriculteurs au XIXe siècle. Donc, on voit bien que les outils sont traditionnels. On a besoin de pas mal de monde. Alors qu'ici, même si on a besoin de monde pour faire accéder la machine, on est sur une technique mécanique, la mécanisation. C'est-à-dire que nos agriculteurs en Europe, au XIXe siècle, vont bénéficier de prêts, d'emprunts, notamment pensons à la banque Crédit Agricole, qui fournit de l'argent à la modernisation agricole aux exploitations et aux agriculteurs. On peut produire une agriculture de façon mécanique, donc on a besoin aussi quelque part de moins de monde, alors que la natalité est toujours forte. Ces populations en excès, en trop, et aussi attirées par la liberté de la ville, vont partir à la ville. On appelle ça l'exode rural, le départ des habitants des campagnes pour les villes. Ceci transforme également la société sous deux aspects. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'essor, le développement de la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie, elle existait déjà au Moyen Âge. C'était ces groupes de marchands qui obtenaient des pouvoirs de la part d'un seigneur et qui obtenaient ensuite des fonctions municipales. Ils pouvaient devenir maires, par exemple, former un premier conseil municipal. Nos conseils municipaux sont l'héritage de la bourgeoisie du Moyen Âge. Au XVIIIe siècle ou à la Révolution, la bourgeoisie, elle est avant tout une bourgeoisie marchande, de grand commerce, avec les zones coloniales dans le commerce triangulaire. C'est le cas de François Bonafé à Nantes, notamment. Au XIXe siècle, ça va être une bourgeoisie toujours de commerce, mais également une bourgeoisie industrielle. Regardons ici, dans le graphique numéro 2, la famille bourgeoise. Elle a un budget annuel en francs de 17 000 francs. Ça ferait à peu près 53 000 euros aujourd'hui. 21% part dans la nourriture, 14% dans l'habillement, chauffage et domesticité, parce qu'on a des domestiques, des servants, des cuisiniers, des chauffeurs. Mais on a également des loisirs, de l'éducation, de la santé, des transports. 35%, c'est le poste le plus important. La bourgeoisie, elle se remarque par sa façon de vivre. D'accord? L'homme travaille au niveau industriel, la femme, comme dans les anciennes noblesses, ne travaille pas. Elle s'occupe de la vie de la maison, elle tient des salons, et on va au café, on va au bal. La famille bourgeoise adopte un style de vie basé sur le travail, sur un intérieur chic, sur l'éducation des enfants et sur des valeurs morales chrétiennes strictes. Le bourgeois du 19e a une mode, chapeau haute forme. Apparition du costume qui deviendra quelque part un petit peu le costume actuel. Des soirées de danse, de bal, théâtre,
opéra, et puis plus tard, cinéma, qui sera une distraction bourgeoise. Des repas. C'est un monde composé de grands commerçants, de chefs d'entreprise, d'industriels et de grands banquiers qui va avoir la volonté de s'enrichir au maximum, de gagner un maximum d'argent et de conquérir le pouvoir politique. C'est la naissance du capitalisme. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ce qu'on appelle des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui vont fournir du capital, de l'argent, des bâtiments, des machines et des matières premières, par exemple du fer, du charbon, de l'acier, imaginez. Tout ceci va avoir lieu dans une usine. On va embaucher des travailleurs que l'on va rétribuer, payer par un salaire. On va gagner de l'argent en plus de ce qu'on a investi. C'est ce qu'on appelle des bénéfices. Ces bénéfices vont être supervisés par un conseil d'administration qui va les répartir en fonction des actionnaires. Si vous avez mis, on va dire, 5% du capital, vous récupérerez 5% des bénéfices à la fin de l'année. C'est la naissance du capitalisme avec cette bourgeoisie industrielle. C'est notre système économique d'aujourd'hui. Exemple d'une peinture, d'un tableau qui nous montre l'intérieur d'une maison bourgeoise. L'homme est en costume, on boit le thé, on lit le journal, des magazines, l'intérieur est chic, la femme est habillée richement, on voit qu'il y a, on peut dire, des éléments luxueux, de la vaisselle luxueuse. On est dans un monde qui allie à la fois travail, richesse, loisirs et divertissement. À côté de ça, nous avons la naissance de la classe ouvrière, ce monde des usines, ce monde des travailleurs. Là, vous avez une photographie de femme. Alors, on est en 1914, au moment de la Première Guerre mondiale, mais elle est assez révélatrice du système de fonctionnement d'usine. Comment expliquer que ces usines se développent? On l'a dit, l'exode rural et le développement des villes. Prenons la population urbaine, la population qui vit en ville, en pourcentage de la population totale. Au Royaume-Uni, en 1850, on avait 48% des Anglais qui habitaient en ville. En 1910, 60 ans plus tard, c'est 73%. C'est le pays, avec d'autres, qui est un des plus urbanisés du monde. La France, on avait 25% des Français qui habitaient en ville en 1850 et 44% en 1910. Parce que la ville et l'usine sont deux éléments combinés. Les ouvriers vivent dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Là, vous avez une photographie en Allemagne d'une maison ouvrière au 19e siècle, début 20e. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Ici, vous avez un grand lit commun. Peu d'évacuation pour les eaux. Ici, de quoi cuisiner. Ici, de quoi stocker. Donc l'eau sert également à se laver. Et ici, une table pour toute la famille. Donc on est dans des conditions de vie misérables, catastrophiques. Observons ce texte. C'est une lettre au préfet du Rhône qui comporte plus de 370 signatures et écrite le 1er avril 1870. Des jeunes filles de 10 à 20 ans sont forcées de travailler depuis 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Quant à se plaindre, il ne faut pas que ces malheureuses victimes y songent, car pour réponse, ce sont des coups et des injures qui les attendent. Ajoutez à tout cela une nourriture mauvaise et insuffisante, oui, les salaires sont bas. Il y a certains ateliers où pas une seule apprentie ne passe 2 ou 3 ans de travail sans aller faire un stage dans les hôpitaux. Donc on a des journées de travail qui ne sont pas limitées, on peut travailler 15, 16, 17 heures par jour, on peut être victime d'injures, de coups, des mauvais salaires très très bas, donc une mauvaise nourriture, et donc une qualité de vie et une santé extrêmement médiocre dans ces couches de la population. N'oublions pas le monde des mines, on a besoin de charbon à cette époque-là, donc les mines, elles se trouvent à plusieurs mètres de profondeur, dans des galeries souterraines. Alors on s'éclaire à la lampe, quand il y a des poches de gaz qui peuvent éclater, qu'on appelle des grisous, on peut avoir des accidents très très graves avec plusieurs centaines de morts. Donc on est dans des conditions de travail extrêmement exténuantes, fatigantes, très difficiles. Le travail des enfants, également dans les usines, au XIXe siècle, qui ne sera limité véritablement qu'à partir des années 1860-70.
et le travail des hommes en usine. Donc il faut s'imaginer le bruit, la promiscuité, les odeurs, le manque d'aération de ces populations travailleuses. Dans tout ce contexte vont naître les syndicats, comme la Confédération générale du travail. Ce sont des associations de travailleurs qui ont pour but de défendre les droits de ceux qui travaillent, hein. Je vous laisserai faire pause et regarder cette image. Ouvrier employé, le principe en est voté, mais seule ton action appliquera les 8 heures de travail. 3 x 8, 24, hein. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures pour soi. Donc si la révolution industrielle, elle change les paysages, les lieux, le monde du travail, qu'elle transforme la population, hein, on a une immigration, on a l'apparition de la bourgeoisie, la naissance de la classe ouvrière, on a aussi des idées nouvelles, des idéologies qui apparaissent avec ces transformations, avec en A l'essor, le développement des idées nationales. Voici le dernier roi de France, Louis-Philippe Ier, de la famille d'Orléans, roi de 1830 à 1848. Vous avez à gauche son portrait, et à droite ce qu'on appelle un daguerréotype, c'est-à-dire les premières photographies. On peut voir que les peintures de l'époque étaient assez fidèles et réalistes. En 1848, vous avez une énorme crise économique qui plonge la France et une partie de l'Europe dans le chômage et la misère. La population réclame aussi des libertés, notamment dans le monde du travail. En février, les ouvriers et les étudiants parisiens se soulèvent, et le 24 mars, le roi Philippe est obligé de partir, il est renversé, et la monarchie est remplacée définitivement en France par la Deuxième République, qui accordera 1 heure de travail au moins aux employés et aux ouvriers. Il y aura des barricades dressées notamment à Berlin, la révolution se répand, avec le même contexte, la volonté de créer un État. L'Allemagne n'est pas un pays à l'époque, hein, c'est un ensemble de petits États ou de plus grands États comme la Prusse. On a la volonté de faire l'unité du pays, mais également d'accorder des droits aux travailleurs. Toujours à Berlin, et ces tentatives de révolution seront matées, réprimées dans le sang avec les interventions de l'armée et énormément de morts. Là, vous avez une barricade de 1848, hein, rue du Faubourg Saint-Antoine, dans une illustration d'un journal londonien. La révolution de 1848 commence à Paris. Alors elle est née avec cette crise économique, et elle se répand à Vienne, à Berlin, mais également dans d'autres États allemands, dans la région de Munich, et dans les États italiens. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'Allemagne, à proprement parler, et qu'il n'y a pas d'Italie. Donc dans ces revendications, on a bien sûr des revendications révolutionnaires, on a des revendications dans le droit du travail, et on a des revendications d'unité. On appellera ces mouvements des mouvements libéraux ou des mouvements nationaux. Petite anecdote, dans les années 1850, 60, 70, on va reconstruire Paris. En haut, vous avez une image d'une rue parisienne avant cette reconstruction. Donc ça, c'est le Paris de Napoléon. C'est le Paris de la Révolution française. Et en dessous, la même rue de Paris. Aujourd'hui, bon, modernisée bien sûr, mais on voit bien la reconstruction des bâtiments avec un style inspiré un petit peu de l'Antiquité sur les colonnes, mais l'intérieur sont des structures acier. Du fer forgé pour les grilles, élargissement des routes. Et au XXe siècle, on rajoutera le goudron, bien évidemment, la signalisation automobile, etc., etc. Donc on a une véritable transformation urbaine. C'est le cas de la place de l'Étoile à Paris, hein, qui est redessinée par le baron Haussmann dans les années 1860, hein, avec au centre l'Arc de Triomphe. Et voici typiquement hein, à quoi ressemble Paris d'aujourd'hui, avec grands magasins, les galeries Lafayette. Hein. Et là, vous êtes véritablement dans le Paris du 19e siècle. Donc quand vous vous baladez dans Paris Centre aujourd'hui, ce n'est plus le Paris médiéval, ce n'est plus le Paris de l'Ancien Régime, c'est le Paris de la Révolution industrielle. On a vu de nouvelles idées nationales, mais forcément de nouvelles idées politiques aussi apparaissent, et ce sera notre dernière partie. 3 idées principales se développent à cette époque-là. Tout d'abord, et elles concernent la bourgeoisie, elles concernent le monde des industriels, c'est le libéralisme, un projet de société individualiste. Comme chaque individu cherche à utiliser son argent pour qu'il lui rapporte personnellement plus de valeur possible, donc on travaille pour gagner plus, chaque individu travaille nécessairement à accroître les richesses globales de la société. Si tout le monde travaille pour soi, au final, tout le monde est riche. Donc, la personne qui travaille, il ne cherche donc pas à servir l'intérêt public. Il ne cherche que son propre gain.
C'est égoïste, individualiste. Lorsqu'on travaille pour soi-même, on sert souvent la société plus efficacement que lorsqu'on travaille en vue de l'intérêt général. Ce projet-là, il est soutenu par la bourgeoisie. C'est la grande idée de l'économiste Adam Smith, dont se réclament aujourd'hui encore des économistes et des hommes politiques. Observons cette interview menée sur le discours libéral d'un grand patron. En 1897, un grand patron français libéral, Henri Schneider, répond aux questions d'un journaliste. Sur l'intervention de l'État, mauvaise, très mauvaise. Sur la diminution de la journée de travail, pour moi la vérité, c'est qu'un ouvrier bien portant peut très bien faire ses 10 heures par jour et qu'on doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. Le libéralisme, c'est la liberté totale de l'entreprise et des patrons, aucune intervention de l'État. En réaction au libéralisme va naître le socialisme. Là, vous avez cette image de Jean Jaurès, qui est un grand homme politique du 19e et du début du 20e siècle. Il sera assassiné en 1914. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est la volonté d'équilibrer, c'est-à-dire faire obtenir par la loi aux ouvriers, aux travailleurs, des droits pour avoir plus d'égalité et plus d'accès aux richesses et aux chances pour arriver à une situation, on peut dire, un peu plus équitable. Socialisme, société, sociale. Et enfin, en 1848, va naître une nouvelle idéologie, une nouvelle idée politique, celle de Karl Marx et de Friedrich Engels, le communisme. Écoutez ce qu'ils disent. À notre époque, la société tout entière se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux classes qui s'affrontent directement. La bourgeoisie, on voit ce que c'est, et le prolétariat. Le prolétariat, pour faire simple, c'est les ouvriers et c'est les paysans pauvres. Donc, deux classes qui se font la guerre, les bourgeois, les ouvriers. L'ouvrier devient le plus simple accessoire de la machine. On ne lui demande plus que le geste le plus simple, le plus monotone, le plus vite appris. Le but immédiat des communistes est le renversement de la domination bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Donc, les ouvriers doivent faire la révolution et renverser les bourgeois. Le prolétariat supprimera toutes les différences et oppositions de classe. Que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les communistes veulent supprimer la bourgeoisie, la propriété privée et redistribuer à chacun. Cette idée est défendue par Karl Marx. On appelle ça le marxisme ou alors le communisme. Dans un système capitaliste, les bourgeois possèdent les terres et les usines. Et ils ne versent qu'un très faible salaire aux ouvriers et paysans. On a des bourgeois et des prolétaires. Les deux groupes s'affrontent, c'est la lutte des classes. Révolution. Les prolétaires font la révolution, armés, et prennent le contrôle de l'État. Ils confisquent toutes les terres et toutes les usines des bourgeois, et interdisent la propriété privée. C'est une époque de transition qu'on appelle la dictature du prolétariat. Et enfin, étape finale, l'étape communiste. Les bourgeois disparaissent, il n'y a plus de lutte des classes. Les terres et les usines sont mises en commun, à chacun selon ses besoins. L'État ne sert plus à rien et disparaît à son tour. C'est le paradis sur Terre. Avec la période industrielle, de nouvelles idées politiques et économiques font leur apparition. Le libéralisme, l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique et les entreprises doivent garder toute leur liberté dans leur fonctionnement. Horaires, salaires, conditions de travail. Cette idée est défendue essentiellement par les grands patrons et la bourgeoisie. Le socialisme souhaite réduire par la loi les inégalités entre les bourgeois et les ouvriers. Son grand représentant est Jean Jaurès. Et enfin, le communisme est une idée créée par Karl Marx et Engels. Le communisme veut créer une société sans classe sociale, sans riches ni pauvres, en supprimant la propriété privée. Il faut que les prolétaires, les ouvriers, fassent une révolution pour s'emparer des moyens de production. Les usines, les machines, les terres et enfin du pouvoir politique. Merci et à vous de jouer.